Merci beaucoup, merci à tous, merci encore une fois pour cette invitation. Alors, mes excuses tout de suite parce que je ne suis pas très au fait de ce type d'exercice-là, donc je vais faire au mieux. Et l'idée que j'avais pour ce topo, c'est de discuter avec vous en fait la manière dont une partie des connaissances actuelles sur la manière dont le cerveau contrôle la prise alimentaire, le métabolisme énergétique, a été finalement hérité pendant les quelques 20 dernières années, à la fois avec des méthodologies qui dirigent des concepts, comme vous le savez, parfois des dogmes un petit peu, et comment parfois il y a une petite bataille entre des dogmes qui ont été acquis de manière relativement récente et ceux qu'on va essayer de contrecarrer. Alors, j'essaierai de placer autant que faire se peut dans le contexte de la physiologie, mais vous verrez que quand on parle de balance énergétique, la physiopathologie est pas loin, on vient d'en parler aussi. Et surtout, eh bien, j'aimerais aborder ce topo un petit peu de la manière dont je le présente aux étudiants, mais aux collègues aussi, la manière dont ça m'a été enseigné de manière didactique. Et la première chose, donc, c'est de parler de la prise alimentaire et du rôle du cerveau. Et on va parler un peu de nécessité métabolique et de récompense, et vous allez voir, c'est des concepts, certains sont plus mous que d'autres, donc d'autant plus difficiles parfois à enseigner. Donc, premier élément que j'aimerais discuter avec vous, et qui est en général dans ce type de présentation, une question que je pose à l'Assemblée, c'est si on parle des signaux qui contrôlent la prise alimentaire, la question c'est d'après vous, pourquoi on mange, hein? Donc c'est une question qui est finalement relativement simple, mais qui en général couvre un auditoire de l'ordre de 70 à 30%, 70 d'un côté, 30% de l'autre dans l'amphithéâtre, pour dire, eh bien, on mange parce qu'on en a besoin. Hein, si on ne mange pas, on n'assure pas les besoins énergétiques d'un organisme, et ben, relativement rapidement, c'est la mort, sauf cas d'organismes photosynthétiques dont vous n'êtes pas. Et le deuxième chose, on mange, mais on mange aussi par plaisir. Hein, et cette notion de plaisir va recouvrir à la fois des concepts extrêmement variés, et d'un point de vue de la neurobiologie et des substrats neuroanatomiques qui encodent ça, vous allez voir que c'est assez complexe. Alors, premier élément, quand on parle de besoins énergétiques et de signaux qui vont permettre d'induire une prise alimentaire, eh bien, donc c'est une slide que vous connaissez sûrement. La première, c'est de dire qu'il y a des facteurs finalement intrinsèques, c'est-à-dire dans votre organisme, à un moment, il va y avoir des facteurs circulants, dont fondamentalement le rôle va être de remonter vers le système nerveux central et d'indiquer quels sont par exemple les niveaux d'énergie. Alors parmi ces signaux, il y en a qui sont d'ordre peptidique, il y a des acides aminés, il y a des nutriments. On connaît tous par exemple le rôle du glucose. Hein, lorsque le glucose sanguin diminue, hein, au-dessus d'un certain seuil, ça va promouvoir une réponse centrale très importante qui va conduire l'organisme à aller manger, hein, et à, si possible très rapidement, mettre en place des voies de contre-régulation pour remonter le sucre dans le sang. Alors, parmi ces molécules-là, finalement, il y en a beaucoup. On va parler de certains acteurs que vous connaissez peut-être, et si c'est le cas, dites-le-moi. Mais par exemple, la leptine, bien entendu l'insuline, la ghréline, etc. Il y a un autre facteur qui est absolument essentiel. Hein, on ne mange pas, encore une fois, uniquement parce que la jauge énergétique est à plat, hein, mais il y a des facteurs qui vont conditionner la prise alimentaire, par exemple, des facteurs environnementaux ou émotionnels, le stress, l'ennui, hein, le fait que la nourriture soit présente. Et puis le deuxième élément, le facteur extrinsèque, et là c'est un élément plutôt d'ordre politique, mais qui fait l'objet des campagnes manger-bouger, ou par exemple retirer les boissons sucrées dans les collèges, c'est finalement la nourriture est là, elle est disponible, et la plupart du temps on va avoir tendance à acheter à relativement peu de coûts une nourriture qui est riche en graisse et en sucre, et qui par là même est aussi une nourriture qui a une valeur entre guillemets hédonique augmentée. Hein, vous verrez rarement des comportements hyperphagiques boulimiques sur des brocolis ou des carottes. Non mais ça fait souvent rire, mais c'est un fait, et ça recouvre peut-être finalement un substrat évolutif qui est que le sucre, le gras sont les valeurs nutritionnelles qui sont les plus à même d'assurer la survie d'un organisme. Alors, de manière un peu simpliste, on va opposer dans le cerveau, vous allez voir, et encore une fois c'est basé sur l'historique récente, hein, des découvertes de ces réseaux de contrôle, l'hypothalamus et finalement le système mésolimbique dopaminergique, entre guillemets, des structures dont vous n'avez pas nécessairement conscience, l'hypothalamus, qui vont réguler les besoins énergétiques, et d'autres qui vont plutôt réguler le plaisir et l'envie. Alors, voilà la question pourquoi mange-t-on, et on va essayer de débattre sur ces deux aspects. Donc j'ai deux grands axes. Le premier, vous parlez finalement d'une régulation
que l'on appelle proprement ou improprement homéostatique. Entendez, un système régulateur qui va avoir comme rôle de maintenir le poids corporel constant. Après l'adolescence, finalement, le poids corporel fait partie de ces variables entre guillemets les plus constantes. Quand on pèse quelqu'un à 18 ans et quand on le pèse à 70, il y a relativement peu de variations, donc il y a un système de contrôle extrêmement efficace. Donc là, on va parler de ce système-là, et particulièrement d'un système dit à la mélanocortine. Donc pareil, arrêtez-moi si vous connaissez déjà. Et quel est l'historique en fait de ces voies de signalisation, ces populations neuronales et ces circuits? Alors, pour cela, on va revenir un petit peu à la théorie dite lipostatique. Cette théorie, dans les années 50, suggère, ce serait quand même intelligent, qu'un facteur circulant connecte finalement les besoins énergétiques avec le système nerveux central. Et finalement, il faudrait, par exemple, un tissu dont la plasticité en fonction de l'énergie disponible est la plus importante, en l'occurrence le tissu adipeux, pour pouvoir, en fonction de son état énergétique, renseigner le cerveau sur les stocks, c'est-à-dire sur les besoins de manger ou pas. Et puis il a fallu attendre quelques années, et l'utilisation de modèles animaux qui présentaient des mutations spontanées, qui conféraient une obésité. Donc ces modèles, lorsqu'un modèle animal mange trop et prend beaucoup de poids, quelque part le chercheur se dit on est sur une voie de recherche qui va nous permettre de comprendre les mécanismes de régulation du métabolisme et de la prise alimentaire. Donc on y reviendra sur les modèles de déficience monogénique dans les gènes codants pour la leptine ou son récepteur, ou le modèle agouti-yellow, on y reviendra. Et finalement, il a fallu attendre les années 90 pour que le laboratoire de Jeffrey Friedman découvre ce qui, à mon sens, dans la communauté est largement considéré comme étant un tournant épistémologique important dans l'histoire de la régulation centrale du métabolisme et de la prise alimentaire, qui est la découverte de la leptine. Alors la leptine pour le grec leptos, qui veut dire faim, c'est une hormone adipocytaire, elle est produite par le tissu adipeux. Un seul élément peut-être à retenir, le plus important, c'est plus il y a de masse adipeuse, plus il y a de leptine, elle est sécrétée dans le sang, et elle va avoir cette propriété de pouvoir être dosable, à la fois dans le liquide céphalo-rachidien, de rentrer dans le système nerveux central, et de se fixer sur un récepteur de la leptine, que l'on va trouver en abondance, notamment de la structure de l'hypothalamus. Alors, ce que je vais débobiner après, c'est finalement comment ça va marcher, quels vont être les acteurs neuronaux qui sont la cible de cette leptine. Donc, voilà cette molécule. Ce qui a beaucoup renforcé l'espoir dans la découverte de la leptine qu'on avait trouvé finalement une voie pour traiter l'obésité, c'est de trouver des cas d'obésité monogénique chez l'homme, entendez, des gens qui, comme les cas de diabète de type 1, parce que l'insuline n'est pas produite, des gens qui ne produisaient pas de leptine. C'est le cas de ce jeune garçon, c'est probablement la photo la plus connue dans le domaine. Ce jeune garçon est visiblement en surpoids pondéral, c'est associé à une hyperphagie. Cette personne ne produit pas de leptine, parce qu'on traite cette personne avec de la leptine recombinante. Quelques années plus tard, il a retrouvé une stature normale, un comportement alimentaire normal, preuve que la leptine était parfaitement capable d'agir. Alors, deux éléments qui ont conféré finalement à la leptine un enthousiasme et puis une petite perte d'espoir un peu après, c'est bien évidemment l'observation que dans des cas d'obésité massive, qui ne sont pas d'ordre monogénique, puisque les gènes sont impliqués là-dessus, il y a beaucoup de masse adipeuse, donc beaucoup de leptine. Force est de constater que la leptine ne fait pas son travail, sinon il n'y aurait pas d'hyperphagie associée. Ça a été le premier concept de leptino-résistance. Mais dans les cas rares d'obésité monogénique, qui ne couvrent qu'un tout petit pourcentage des obésités dans le monde, encore une fois, vous voyez des déficiences en leptine, c'est qui a catapulté finalement le domaine de recherche vers ces voies de signalisation pour comprendre les mécanismes de régulation du poids. Alors, voilà des slides pratiquement de contrôle, démontrant qu'effectivement, lorsqu'on traite un animal en l'occurrence, avec de la leptine, que ce soit en injection périphérique ou directement centrale, il y a bien une diminution du poids corporel et de la prise alimentaire. Alors, je ne m'étendrai peut-être pas sur les voies de signalisation, vous pouvez les trouver partout, mais disons que c'est une molécule qui va, c'est une adipokine, qui va se fixer sur son récepteur et engager la voie notamment stade 3, phosphorylation, et selon le type cellulaire, notamment dans les neurones, l'induction transcriptionnelle de certains facteurs qui vont permettre à ces neurones de fonctionner. Alors,
La manière dont le système, donc là c'est une slide empruntée aussi du World Just Medical Institute, qui font l'idée de dire que lorsque le tissu adipeux fonctionne bien, il y a une production de leptine qui va vers le système nerveux central et qui régule à la baisse la prise alimentaire, mais si un individu jeûne pendant un certain temps, le tissu adipeux très plastique perd de sa masse, perd donc de ce signal inhibiteur, qui n'est plus capable d'aller signaler dans l'hypothalamus une diminution de la prise alimentaire, et donc il y a une restauration de cette prise alimentaire, puisque le signal inhibiteur n'est plus là, et bien évidemment, il y a des cas particuliers dans lesquels ce système se dérègle, et il peut y avoir une augmentation massive de masse adipeuse, beaucoup de leptine circulante, et néanmoins, il n'y a plus de rétrocontrôle négatif. Mais cette boucle de base, qui est la production par le tissu adipeux de leptine en fonction de la masse énergétique, inhibition de la prise alimentaire, augmentation du catabolisme énergétique, et puis retour à un niveau normal, vous êtes devant une boucle de rétrocontrôle physiologique des plus classiques, qui cette fois-ci engage un tissu périphérique et le système nerveux central. Alors la question c'est quelles sont les cibles? Où va cette leptine? Quels sont les acteurs? Alors je vais vous présenter très brièvement une structure chez l'homme et puis on fera ensuite chez la souris, mais c'est à peu près la même idée. Voilà les structures qui vont intégrer certains signaux circulants, notamment la leptine. On a l'hypothalamus et le cervelet, la moelle épinière, et quand on regarde de manière plus précise, on a plusieurs de ces structures de l'hypothalamus, le noyau arqué, l'hypothalamus latéral, ventromédian, etc., qui vont être juste à côté du système porte et permettre l'entrée au niveau d'organes circonventriculaires de molécules venant de la circulation. Alors, ce qui a été découvert relativement rapidement, et là je vais faire un petit historique là-dessus, c'est que la voie de signalisation à la mélanocortine, dont on va parler juste après, est finalement le médiateur de l'action de la leptine. La leptine régule le métabolisme et la prise alimentaire en engageant cette fameuse voie à la mélanocortine. Alors si on regarde un peu l'historique et comment cela a été découvert et pourquoi ça a pris autant d'ampleur, il nous faut revenir un tout petit peu au modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc le modèle OBOB dont on parlait tout à l'heure, qui est la mutation ponctuelle qui se traduit par une absence de leptine, et puis le modèle DBDB, qui est l'absence du récepteur à la leptine. Et vous vous rendez compte que toute mutation impactant peu ou prou dans la voie de signalisation à la leptine se traduit par une obésité. Alors j'ai décidé de vous développer le deuxième aspect. Donc voilà l'animal dit agouti yellow, qui a donc deux propriétés évidentes. La première c'est qu'il est jaune, la deuxième c'est qu'il est en surpoids. Il est non seulement plus gros, mais il est aussi plus grand que son collègue. Et en fait, alors là, d'un point de vue strictement de l'enseignement et de l'histoire des sciences, je trouve que la découverte et la manière dont le processus scientifique a été mené pour amener jusqu'à ces découvertes-là est extrêmement intéressant. J'essaie de passer assez rapidement en vous donnant vraiment l'essentiel, mais je trouve que c'est une jolie histoire. C'est le laboratoire de Greg Barch à San Francisco qui s'intéressait au pelage des animaux et qui d'abord s'est rendu compte que cet animal avait visiblement un pelage différent des autres, ça l'intéressait. Et puis petit à petit, il est devenu un des leaders dans le domaine de l'obésité, notamment en découvrant cette voie-là. Alors comment? Eh bien, cet animal jaune et obèse que vous avez vu tout à l'heure, première question, pourquoi cet animal est-il jaune? Eh bien, cet animal est la résultante d'une délétion d'un morceau de gène qui doit en théorie contrôler de manière extrêmement précise la production d'une protéine qu'on appelle agouti. Et cette protéine agouti, dans la peau, elle est capable d'inhiber directement un récepteur, qui est le récepteur à la mélanocortine, d'où l'historique, mélanocortine. Ce récepteur-là a pour ligand naturel la mélanine stimulating hormone, alpha-MSH. Et lorsque alpha-MSH se lie sur son récepteur, cela se traduit par la production d'un pigment noir. D'accord? Lorsqu'agouti est produit dans la peau, agouti antagonise ce signal-là, et cet antagonisme se traduit par la fabrication d'un pigment par défaut, qui est un pigment jaune, la phéomélanine. Et bien là, on avait un modèle animal qui produisait de manière excessive cette protéine agouti via la translocation de ce gène sous un promoteur ubiquiste, se traduisant par un animal qui avait un pelage jaune de manière uniforme. La question est si cette absence de signalisation via l'expression de cette protéine agouti, donc là c'est ce qu'on voit ici, la délétion de ce gène s'est traduite par la mise sous tutelle de ce gène agouti, normalement exprimé uniquement dans la peau. Donc là, c'est par exemple une image qui mime l'analyse en Northern blot, donc d'ARN messager, dans la peau d'un animal normal, où le peau, cerveau, foie et tous les tissus, vous pouvez imaginer, c'est cet animal agouti yellow.
vous voyez que la protéine aboutie est maintenant exprimée partout de manière dérégulière. Et le raisonnement qui était à l'origine, c'était peut-être que si cette expression de protéine sur la peau se traduit par un pelage jaune parce qu'il antagonise la voie de mélanocortine dans la peau, bah peut-être qu'il fait exactement la même chose dans le cerveau et que c'est pourquoi l'animal mange trop. Donc pourquoi cet animal est-il obèse et y aurait-il une voie de signalisation mélanocortine équivalente dans le cerveau? Et la réponse a été oui. Première chose, y a-t-il un site de production de cette fameuse mélanocortine, ou plus exactement alpha-MSH? Alors là, vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, la propiomélanocortine, qui est une protéine qui va être clivée en morceaux, qui va être produite, alors dans la peau en l'occurrence, mais qui va être aussi produite dans des neurones. Et c'est le produit de clivage de ce gros peptide qui va produire un petit peptide qui est alpha-MSH, le ligand des récepteurs à la mélanocortine. Donc, première étape, la découverte de ces neurones qui produisaient bien l'alpha-MSH, qui était bien dans le cerveau. Et la question, c'est s'il y a le ligand, il y a peut-être les récepteurs. Donc, les récepteurs ont été découverts. Donc, je vous montre un type d'expérience qui est où se trouvent les neurones produisant la pro-opiomélanocortine. Donc là, on va aller chasser l'ARN messager, puisque une protéine, comme vous le savez, peut être synthétisée ici et libérée très loin. Et là, vous vous rendez compte que c'est produit dans une toute petite zone du cerveau de l'hypothalamus qui s'appelle le noyau arqué, on y reviendra. Donc voilà une première population cellulaire qui produit un ligand. Ce ligand va se fixer sur les récepteurs. Ces récepteurs ont été découverts ensuite. Alors là, il y a peut-être la possibilité d'utiliser les connaissances actuelles dans le domaine, notamment au lycée par exemple, sur la génétique, les techniques de clonage fonctionnel et d'homologie, et l'historique qui a permis d'identifier les 5 récepteurs à la mélanocortine, dont 2 sont très exprimés dans le cerveau, le 3 et le 4. Puis, les modèles animaux d'invalidation de ces récepteurs ont été mis en place pour démontrer que lorsque ce récepteur était perdu, l'animal était massivement obèse et hyperphagique. Bien, donc le premier arbre de la mélanocortine, c'est-à-dire les sites de production de la pro-opiomélanocortine, était découvert. La découverte que l'invalidation de ces récepteurs conduisait bien à une obésité. Et la deuxième question que s'est posée Greg Barch à l'époque, c'était si il existe bien des neurones produisant le ligand, peut-être existe-t-il de la même manière des neurones produisant l'antagoniste de ce ligand, comme c'est dans la peau, agouti. De la même manière, en utilisant des banques de séquences par homologie, a été découverte une protéine qui ressemblait tellement à agouti qu'on l'appelait agouti related protein. Et on a sûrement découvert cette protéine, mais on a aussi découvert les neurones qui la produisent, agouti related protein neurones. Et ces deux groupes neuronaux, vous allez, comme vous le comprenez, vont être parfaitement antagonistes dans leur fonction. L'un produisant un ligand qui va se traduire par l'activation de la voie mélanocortine, et cette activation se traduit par une diminution de la prise alimentaire et une augmentation du métabolisme énergétique. Ça fait maigrir, et l'autre va faire exactement l'inverse. Et puis ensuite, la voie de signalisation de la leptine dont on a un peu parlé se retrouve parfaitement en amont, que la leptine finit par activer ces neurones-là, et donc emprunter la voie de la mélanocortine. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'encore une fois, que ce soit des mutations dans la voie de signalisation à la leptine ou à la mélanocortine, toutes ces mutations, qu'elles soient dans les récepteurs, dans les enzymes qui permettent de couper la propiomélanocortine, le peptide, pour produire ces petits peptides, ou l'expression forcée ou ectopique des antagonistes, comme agouti ou AGRP, dans tous les cas de figure, on obtient des obésités hyperphagiques. Alors c'est important parce que actuellement, dans les domaines de recherche chez l'homme, sur les mutations qui pourraient être associées à des obésités ou syndrome métabolique, vous avez pratiquement une fois tous les ans, dans Nature par exemple, l'identification des cibles identifiées en GWAS, Genome Wide Association Studies, où on retrouve une collection de ces gènes-là comme étant associés aux maladies métaboliques, parce qu'elles sont mutées. Donc un petit résumé de l'historique rapidement. Au niveau de la peau, la production d'agouti finalement contrôle le pelage, mais dans le cerveau, vous avez deux populations neuronales absolument antagonistes, l'une qui produit le ligand de ces récepteurs à la mélanocortine et l'autre qui produit l'antagoniste, donc qui va s'opposer à l'action de celui-là. Et c'est finalement la balance d'activité de ces deux groupes neuronaux qui est considérée comme étant un élément prépondérant dans la régulation du métabolisme. On va y revenir. Donc là, encore une fois, pour vous convaincre que les mutations chez l'animal ou chez l'homme, de tout ou partie, en l'occurrence du récepteur à la mélanocortine, se traduit bien par une obésité. Alors maintenant, les cibles, on a vu quelques acteurs, on va maintenant aller dans l'hypothalamus découvrir un petit peu ces neurones. Alors là, ça marche. Tout le monde
évident. Voilà. Donc encore une fois, une slide du Rogers Medical Institute pour vous montrer, quand on coupe le cerveau, hein, vous avez ici l'hippocampe et ici l'hypothalamus. La zone particulière du noyau arqué qui va nous intéresser, et voilà pourquoi, se trouve ici. Et c'est une zone dans laquelle vont vivre les neurones dont on vient de parler. On les appelle de premier ordre, puisque leurs corps cellulaires sont extrêmement proches d'une zone qu'on appelle l'éminence médiane. Cette zone d'éminence médiane, par rapport à la barrière hémato-encéphalique, permet, hein, de manière plus facilitée, des échanges avec la périphérie, hein, ce que n'autorise pas la barrière hémato-encéphalique. Et bien ces échanges permettent de faire passer la leptine, d'autres facteurs comme la gréline, et permettent à ces neurones d'être finalement les premiers à savoir ce qui se passe en termes de statut énergétique dans la circulation. Donc, là encore une fois, si on essaie de rechercher, hein, les ARN messagers codants pour ces fameux acteurs, hein, j'en ai mis 3, vous allez voir pourquoi. À peu près à la même époque, quand agouti related protein a été découvert un autre neuropeptide, hein, fabriqué par ces neurones, qui est aussi un neuropeptide orexigène, entendez, parce qu'il est injecté chez l'animal, il produit une réponse alimentaire exacerbée. Hein, et comme vous voyez, eh bien, donc chaque point noir est un corps cellulaire, est un neurone, et bien ces neurones-là vivent très près de l'éminence médiane, qui est cette structure dans le noyau arqué, et sont tout simplement une seule et même population fabriquant les deux neuropeptides orexigènes, hein, les plus puissants. Et vous voyez que juste à côté, hein, leurs voisins très proches, les neurones à pro-opiomélaноcortine, qui vont faire exactement l'inverse, produire un ligand qui, en activant le récepteur de la mélanocortine, diminue la prise alimentaire, augmente le métabolisme énergétique. Vous voyez que tous ces neurones ont besoin de vivre dans le même quartier, hein, le noyau arqué, histoire d'être informés de statut nutritionnel dans la périphérie, hein, mais bien entendu ne sont pas les mêmes. Et finalement, quand on regarde maintenant dans les revues dans le domaine, donc une revue du groupe de Max Schwartz aux États-Unis, mais finalement on a cette figure dans laquelle on voit les rapports antagonistes entre ces deux populations neuronales. Donc l'une va pousser à manger et répondre à la déplétion énergétique. S'il y a moins de sucre et s'il y a moins de leptine, s'il y a moins d'énergie, ces neurones s'activent et vont promouvoir l'activité de neurones dits de second ordre, hein, et en cascade se traduire par une augmentation de la prise alimentaire. À l'inverse, les neurones à pro-opiomélaноcortine vont répondre à une abondance d'énergie. Hein, ils vont vouloir empêcher cela de faire leur travail, hein, ils vont promouvoir une diminution de la prise alimentaire et une augmentation de la dépense énergétique. Et il y a une tendance assez réductrice dans le domaine qui, à mon avis, peut être intéressante d'un point de vue conceptuel pour renseigner les prémices, entre guillemets, de la régulation centrale du métabolisme. Mais la tendance, c'est bien entendu de simplifier à outrance et de dire que tout se résume à ces deux populations neuronales. Cependant, c'est une bonne porte d'entrée, entre guillemets, conceptuellement. Pourquoi ? Puisque maintenant on sait que la leptine est capable d'avoir une action antagoniste sur ces deux neurones, elle va très légitimement activer ces neurones-là, inhiber cela. Et la gréline, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un facteur orexigène circulant, hein, va avoir comme fonction, enfin va être capable d'activer ces neurones-là pour promouvoir la prise alimentaire. Donc, voilà deux groupes neuronaux, hein, qu'on va qualifier d'orexigène d'anabolique pour les neurones NPY, AGRP, et puis hein, leurs confrères dans cette relation de yin et yang de la régulation du métabolisme, que sont les neurones à pomme C, hein, qui sont anorexigènes et cataboliques. Alors, il y a une liste grandissante, et bien entendu pas à jour ici, d'hormones ou de neurotransmetteurs ou de neuropeptides qui peuvent se mettre dans une liste de facteurs favorisant la prise alimentaire et la prise de poids, ou l'inverse. Hein. On en découvre tous les jours. Les technologies en laboratoire qui permettent de les identifier, eh bien, pour ce qui est d'un facteur orexigène, c'est les propensions de cette molécule à augmenter la prise alimentaire chez un animal, hein, et l'inverse pour un facteur anorexigène. Les plus importants dont vous avez parlé en termes de neuropeptides, le neuropeptide Y est l'aboutir relative protéine, et l'alpha-MSH, et vous retrouvez bien entendu la leptine, la sérotonine, hein, qui est une des cibles pharmacologiques des coupes fins, hein, dans le domaine de la pharmacologie. Alors, ensuite, lorsqu'on veut intégrer l'ensemble de ces signaux sur les régulations, pour ce qui est de la prise alimentaire, on va classifier en termes de régulation à court terme et de régulation à long terme. La régulation à court terme, c'est ce qui va vous permettre d'arrêter, hein, depuis la première fourchettée jusqu'à la dernière, c'est qui va calibrer l'échelle même d'un repas. D'accord ? Alors, le plus classique, le plus évident, la distension gastrique. Hein, les mécanorécepteurs de la poche gastrique vont envoyer des signaux, hein, via le nerf vague à la structure du tronc cérébral, qui permettent d'éviter littéralement d'exploser, c'est-à-dire véritablement, hein, de limiter sa consommation via une mécanotransduction. Alors, il y a beaucoup d'autres signaux qui viennent de la sphère digestive, qui remontent vers le système nerveux central de manière nerveuse, de manière circulante.
Ça, encore une fois, ça permet de limiter la taille d'un repas. Hein. Maintenant, pour limiter le poids corporel à l'échelle d'une semaine, d'un mois ou de quelques années, on rentre dans une régulation dite à long terme, parmi lesquels on va trouver plusieurs facteurs. L'insuline en est un, mais la leptine est vraiment cette caricature, hein, puisqu'elle est proportionnelle à la masse adipeuse, et dans les conditions physiologiques, plus elle s'accumule, plus elle va venir tendre à redescendre le poids corporel en augmentant le métabolisme énergétique et en diminuant la prise alimentaire. Alors tous ces facteurs sont connus pour diminuer la prise alimentaire, et à ma connaissance, seule la gréline, qui est essentiellement synthétisée par l'estomac et mis en circulation, a la propriété d'induire la prise alimentaire en tant que facteur circulant. Alors maintenant, on va revenir chez le rongeur. Si on prend une coupe sagittale, donc on a le bulbe olfactif, le tronc cérébral, et le cortex ici et l'hypothalamus là, au fond, chaque ligne verte correspond à quelques années de recherche dans le domaine pour mettre à jour des relations privilégiées entre ces neurones du noyau arqué et différentes structures dites secondaires, qui vont eux-mêmes contenir des populations neuronales importantes pour le métabolisme, par exemple l'axe thyroïdien ou l'axe corticotrope, hein. Et puis, cette zone de dialogue entre des facteurs circulants qui sont capables de venir informer deux structures que sont le tronc cérébral et l'hypothalamus, hein, des signaux nerveux qui viennent de la périphérie au niveau des structures digestives, et au fond, cette boucle de régulation qu'entretient le rapport entre l'hypothalamus et le tronc cérébral correspond à la quintessence de ce qui est considéré comme la régulation homéostatique. Ce système va toujours vouloir ramener le poids corporel à une valeur de consigne qui est déterminée à un certain point. Alors maintenant, j'aimerais juste faire un petit élément important de l'apport des nouvelles technologies dont vous avez peut-être entendu parler et qui, à mon sens, sont importants en termes de régulation, notamment la manipulation des neurones via les approches dites pharmacogénétiques, optogénétiques. On pourra peut-être en parler un petit peu après, mais je pense que c'est important pour les générations futures de pouvoir voir comment ces technologies pourraient amener des ruptures épistémologiques. Pourquoi ? Eh bien, jusqu'à maintenant en neurosciences, on était capable de dire qu'un réseau neuronal était nécessaire pour faire quelque chose, hein, parce que quand ils ne sont plus là, lors de dégénérescence par exemple, la fonction est perdue. En revanche, savoir s'ils sont suffisants, c'était plus compliqué. Donc je vous montre simplement, après j'en parlerai volontiers, les techniques d'optogénétique, c'est le principe de pouvoir greffer un interrupteur moléculaire à la surface d'un neurone, qui permet de l'allumer ou de l'éteindre quand on en a envie. Là, en l'occurrence, on utilise de la lumière qu'on fait arriver par une fibre optique et qui permet directement de dépolariser un groupe neuronal, hein, et ce, de manière génétiquement identifiée. Donc les techniques ont permis de mettre en évidence quelque chose qu'on soupçonnait très fortement. Eh bien, si vous allumez avec un interrupteur moléculaire ces fameux neurones à GRP et spécifiquement, ce que vous pouvez voir ici, hein, dans le cas d'une fibre optique, hein, et de l'éclairage de cette population ici, eh bien, vous avez immédiatement une augmentation, si vous voulez ici en pré-stimulation et post-stimulation, une augmentation de la prise alimentaire. Ce qui veut dire que stimuler directement via l'interrupteur moléculaire cette population neuronale vous démontre, et ce pour la première fois, que ces neurones sont nécessaires certes, mais suffisants pour induire toute la cascade du comportement alimentaire. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour vous parler aussi du système mésolimbique, puisque là, vous avez vu une structure neuronale qui répond aux besoins énergétiques, quand on a les besoins énergétiques qui montent ou qui descendent. Mais bien évidemment, hein, la dernière fois que vous avez mangé parce que vous étiez en hypoglycémie, c'est finalement assez rare. Il y a tout un phénomène culturel, comportemental, éducatif, hein, et qui aussi peut être associé à l'idée de how sweet is sweet, hein, qu'est-ce qui encode le sucré, comment vous pouvez évaluer le plaisir du sucre, ou en général le plaisir alimentaire. Donc on en revient à la question de pourquoi mange-t-on. Encore une fois, à la fin, c'est une partie des besoins métaboliques, bien sûr, et là ça implique l'hypothalamus, le tronc cérébral. Mais nous avons parlé d'émotion et de la récompense. Et la récompense implique notamment plusieurs structures neuronales, dont on a un peu déjà parlé, mais notamment une monoamine très connue, qui est la dopamine. D'accord ? Et pourquoi la dopamine est un élément intéressant ? Au fond, les expériences fondatrices, à mon sens, c'est de démontrer que quand on regarde par microdialyse, c'est-à-dire on essaie de savoir quelles sont les quantités de dopamine libérées dans un cerveau en temps réel, chez un rongeur, en fonction de différents types d'expériences, eh bien, on se rend compte que la dopamine va libérer lorsque l'animal va être en contact avec toute forme de drogue d'abus, hein, la cocaïne par exemple, l'amphétamine, hein, de la même manière pour la morphine, l'alcool, et bien entendu, la nourriture. Et plus la nourriture va être riche en sucre et en graisse, plus ces niveaux de dopamine vont être importants. Alors ça a amené, et je passerai relativement rapidement, je suis bien entendu content d'en discuter, à un concept qu'au fond, il y a une composante hédonique et motivationnelle associée à la nourriture. Alors, lorsque cette nourriture est riche
en sucre, en graisse par exemple, elle va notamment se traduire par la libération de dopamine par certains groupes neuronaux, notamment dans l'aire tegmentale ventrale, vers l'ensemble des structures mésocortico-limbiques, qui va permettre, au fond, de développer, de renforcer une réponse qui va amener un individu ou un animal à vouloir répéter cette expérience. Ce qu'on appelle le renforcement positif. C'était très bon, hein, et on aimerait bien reproduire cette expérience-là. Alors, une question, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu développer jusqu'à maintenant, c'est que si on utilise les terminologies des Cambridge dans ce domaine-là, ce que la dopamine fait et dans quelle mesure on a le droit de parler de plaisir, même plaisir alimentaire, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue de l'expérimentation animale. Hein. Et donc l'idée c'est que la dopamine, plusieurs hypothèses, pourrait être le facteur qui est à l'origine même du plaisir, de la nourriture ou d'autres, ou bien finalement c'est la dopamine va être un neurotransmetteur qui va permettre d'identifier les facteurs d'erreur possibles et d'apprentissage qu'on peut faire en fonction de la probabilité d'obtenir une récompense. Est-ce que oui ou non, je vais avoir un sucre ou autre. Et dernière hypothèse, c'est que c'est probablement une molécule aussi qui est extrêmement importante dans l'association entre un objet qui va devenir désirable et ce qu'on appelle plutôt le craving ou le wanting, c'est-à-dire la volonté qu'on va avoir même sans nécessairement avoir le plaisir, hein, mais avoir un désir absolu pour quelque chose et ne plus pouvoir s'en passer, notamment dans le cas des drogues d'abus. Alors, 2 minutes. Peut-être juste un élément qui vient directement du laboratoire que je voulais partager avec vous, qui au fond, vous avez une structure neuronale qu'on appelle NPY-AGRP, clairement impliquée dans les besoins énergétiques. Et la question qu'on s'est posée assez récemment, c'est au fond, comment on fait la part de ce qui est on mange parce qu'on en a envie, on mange parce qu'on en a besoin. Et finalement, nous, on a pris une approche un petit peu moléculaire, un peu cellulaire, en utilisant ce pourquoi les modèles animaux sont intéressants, on peut les manipuler génétiquement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a greffé, au fond, sur ces fameux neurones que je vous ai présentés tout à l'heure, à NPY et à GRP, un interrupteur moléculaire qui va nous permettre de les éteindre quand on veut de manière réversible. Donc on va éteindre spécifiquement cette population neuronale. Et l'expérience qu'on a faite est très simple, c'est qu'un peu comme pour nous, on va mettre les animaux à jeun pendant une certaine période, donc ils vont avoir très faim, ça va solliciter ces neurones-là, hein, et là on va leur donner à manger soit leur croquette de base, soit quelque chose qui a été enrichi en sucre et en graisse. Hein. Et de la même manière, on peut analyser leur prise alimentaire spontanée, c'est-à-dire on leur laisse le choix, on ne les embête pas, on les laisse manger. Et là, la question c'est, si j'inhibe ponctuellement ces neurones-là, quelle proportion de la prise alimentaire va être perdue? Celle de manger du gras et du sucre, ou celle de manger, entre guillemets, des croquettes de base. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on laisse le choix à l'animal, si vous lui donnez des croquettes qui sont vraiment des croquettes qui n'ont pas vraiment bon goût, et vous inhibez ces neurones de manière transitoire, vous perdez 80% de la réponse alimentaire. Vous avez absolument besoin de ces neurones pour maintenir une prise alimentaire si cette nourriture n'est pas bonne, entre guillemets, palatable. Hein. En revanche, si cette nourriture a des valeurs hédoniques importantes, ces neurones-là, vous pouvez les inhiber, l'animal continuera à manger à peu près. D'accord? En revanche, si l'animal a eu faim pendant la nuit, cette fois-ci, si vous inhibez ces neurones, vous perdez la proportion de la prise alimentaire, que la nourriture soit riche ou pas, parce qu'une autre manière est, quand on a faim, on pourrait potentiellement manger à peu près n'importe quoi, et ces neurones qui vont vous maintenir en vie sont absolument essentiels. Donc, ça nous a amené à ce type de concept-là, c'est qu'au fond, il y a une multitude de signaux qui vont permettre d'engager un comportement qui va ramener jusqu'à la prise alimentaire. Mais dans notre société, la prise alimentaire, maintenant, c'est pas comme un rat dans une cage. Vous avez un choix entre des nourritures très riches et des nourritures moins riches. Hein. Et au fond, si vous venez bloquer l'activité de ces fameux neurones qui sont là pour faire dire ce que le métabolisme demande, eh bien, au fond, la prise alimentaire sera peut-être maintenue, mais la part de la récompense dans cette prise alimentaire sera beaucoup plus importante. Vous aurez tendance, l'animal aura tendance à manger beaucoup plus parce qu'il en a envie que parce qu'il en a besoin. Voilà. Donc, je finis sur ces conclusions. Clairement, les substrats neuroanatomiques qui intègrent ces signaux de faim et de satiété sont distribués partout dans le cerveau. Il y a les régulations dites homéostatiques, mais aussi des régulations de type plutôt hédonique. Hein. L'expérience même de la récompense, hein, le plaisir que vous allez avoir à manger quelque chose dépend de votre statut nutritionnel, évidemment. Et la prise alimentaire, c'est une séquence extrêmement complexe, hein, qui intègre plusieurs informations à plusieurs niveaux et une intrication claire de ces différents circuits. Et ces circuits sont d'autant fragiles qu'ils peuvent être dépendants de l'émotion, de l'environnement ou de la disponibilité de nourriture riche en graisse ou riche en sucre. Sur ce, je vous remercie.